Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour de nouvelles chroniques littéraires. Et pour cette saison, je vous propose des chroniques en un seul épisode avec de temps en temps une petite surprise. Alors sans plus tarder, bienvenue dans la nouvelle saison des podcasts de Thalie. C'est parti pour une petite devinette. Je suis née de la main d'un illustre écrivain russe, grand ami de Léon Tolstoï. Quant à moi, je suis comme une relation secrète, une lumière dans la nuit, un espoir avant la désillusion. Qui suis-je? Alors, est-ce que vous avez trouvé? Je pense que l'auteur, vous l'avez. Oui, je parle évidemment de Dostoïevski. Il a écrit entre autres Les Frères Karamazov, Crime et Châtiment, et le roman qui nous concerne s'appelle Les Nuits Blanches. Il s'agit d'un roman sentimental qui réunit deux jeunes gens la nuit. On pourrait presque dire que ce sont deux oiseaux de nuit, mais suspense. En ce qui me concerne, c'est la première fois que je lis un tel auteur. Cela faisait longtemps que je voulais essayer, et puis une personne m'en a parlé et m'a donné envie de le lire. Et comme j'ai beaucoup aimé le roman, trop court à mon goût, je me suis dit qu'il serait le livre idéal pour reprendre les chroniques. Et surtout, restez bien jusqu'au bout car j'ai une petite surprise à la fin. Après avoir dit cela, prenons la direction de la première phrase. Vous vous souvenez de comment je faisais sur mes autres chroniques? Eh bien, ça n'a pas changé. Alors, cette première phrase, que nous révèle-t-elle? C'était une nuit merveilleuse, une de ces nuits comme il n'en peut exister que quand nous sommes jeunes, amis lecteurs. Déjà, l'auteur plante le décor. C'était une nuit. Mais en plus, il rajoute merveilleuse. Donc là, on pourrait croire qu'il s'est passé un truc formidable, un événement ultra marquant qui ne sera pas oublié de sitôt. Ah, on peut imaginer que quelqu'un a gagné à l'euro-million ou a assisté à la dernière représentation du ballet de Casse-Noisette, je ne sais pas. Après tout, l'imagination peut nous emmener loin. Et en dernière partie de phrase, l'auteur nous précise, et heureusement car on pourrait se dire qu'il est trop tard. Il nous dit donc que quand nous sommes jeunes. Oui, c'est très gentil de sa part. Ça veut dire quoi? Qu'il faut forcément être jeune pour vivre des nuits merveilleuses? Alors attention, le groupe des seniors, cette lecture n'est pas pour vous. Je ne voudrais pas que vous ayez un infarctus ou autre à cause de moi. Mais dans le doute, laissez-moi me balader dans le livre avant de vous annoncer si oui ou non ceux qui ne sont plus dans l'âge tendre peuvent plonger dans cette lecture. Sacré Dostoïevski, il n'y en a pas deux comme lui. Mais tout d'abord, faisons connaissance avec nos personnages. Personnages qui situent leur action la nuit, ne l'oubliez pas. J'insiste vraiment beaucoup sur ce détail qui n'est peut-être pas qu'un détail, mais on en parlera plus tard. Donc, le roman est constitué de deux personnages. Allez, j'arrête de vous faire languir, j'annonce. Il s'agit d'un homme et d'une femme. Ah on comprend mieux la première phrase, en tout cas son sens, avec la nuit merveilleuse. D'abord, lui. Appelons-le le rêveur. Vous saurez pourquoi plus tard. Mais dès le départ, nous avons une indication sur qui il est. Page 11. Le ciel était si étoilé, un ciel si lumineux qu'à lever les yeux vers lui, on devait malgré soi se demander: se peut-il que sous un pareil ciel vivent toutes sortes d'hommes irrités et capricieux? Question existentielle que tout le monde devrait se poser. Donc, avons-nous affaire à un philosophe? Très vite, une deuxième information nous parvient.
Non seulement il est philosophe, mais c'est un rêveur solitaire. Toujours aux pages 11 et 12. Soudain, il m'a paru que j'étais seule, abandonnée de tous, et que tout le monde s'écartait de moi. On serait en droit, bien sûr, de me demander « Mais qui donc tous ?» puisque voici 8 ans que j'habite Pétersbourg et que je n'ai su m'y faire presque aucune relation. Mais qu'ai-je besoin de relations ? Je connais déjà tout Pétersbourg. C'est bien pourquoi il m'a semblé que tout le monde m'abandonnait quand tout Pétersbourg s'est mis sur pied et brusquement est parti pour la campagne. J'ai été pris de peur à me retrouver seule, et 3 jours pleins, j'ai erré par la ville dans un ennui profond. En fin de compte, et après la lecture de cet extrait, je ne sais pas si l'on pourrait le qualifier de solitaire, de Calimero, ou encore de Robinson sans son vendredi. Mais je m'arrêterai sur son côté décalé, hors du cadre. Promenons-nous à la page 13. Notre rêveur se balade tout en prenant les maisons pour des connaissances. Si c'est pas un peu décalé, ça. Pour moi, les maisons aussi sont des connaissances. Quand je me promène, chacune a l'air de courir à ma rencontre dans la rue. Elle me regarde de toutes ses fenêtres et me dit « Ouh, tout comme. Bonjour, comment allez-vous ? Moi je vais bien, Dieu merci. » On pourrait dire de notre rêveur décalé avec son côté attachant qu'il est dans son monde et quelque part c'est un peu mignon. Ou triste. Je ne sais pas. En tout cas, on a l'impression d'un être fragile et on a envie de le prendre sous son aile et de le protéger. De lui dire « Ne t'inquiète pas, ça va pas durer. Les gens vont revenir et tout va reprendre comme avant. » Mais peut-être qu'au fond de lui, il aime ça. Cette solitude ou pseudo-solitude, qui sait. Je reviendrai sur notre rêveur plus tard. Maintenant, je vais passer à elle. Mais qui est ce elle ? Elle, c'est Nastienka. Elle apparaît, non par magie, mais selon le contexte de notre roman, pourquoi pas. Mais non. Elle apparaît au fil de la promenade de notre rêveur. En général, dans les romans d'amour, on retrouve le prince sauveur et la princesse éplorée qui attend celui qui va la sauver. Oh, je sais ce que vous allez dire, c'est très cliché, et je vous l'accorde. Seulement, c'est l'impression que j'ai eue lorsque j'ai parcouru ces lignes. Une femme désespérée croise finalement le chemin de l'amour sans qu'elle ne s'y attende. Page 19. À l'écart, appuyée au parapet, se tenait une femme. Accoudée sur la grille, elle semblait regarder avec beaucoup d'attention l'eau trouble du canal. Elle ne bougea pas quand je la dépassai, retenant ma respiration et le cœur battant. Et brusquement je m'arrêtai, comme clouée sur place. J'avais perçu un sourd sanglot. La jeune fille pleurait. Oh mon Dieu, mon cœur se serra. S'ensuit une poursuite. Non, ne vous inquiétez pas, rien de dramatique, car notre gentleman rêveur ne laisse pas une âme en peine, surtout si l'âme est très jolie. Et heureusement qu'il l'a suivie, puisqu'il l'a sauvée d'une, dirait-on, mauvaise rencontre. Voilà pourquoi je parle de chevalier qui sauve sa princesse d'un danger certain. Je vous parlerai dans la partie d'après de cette rencontre, mais pour le moment, je vais encore m'arrêter sur cette Nastienka. Comme un phare dans la nuit, elle apparaît pour réveiller notre rêveur. Elle est une nébuleuse dans l'obscurité de notre dandy.
Mais malgré ce côté princesse fragile, elle apparaît rapidement confuse dans ses propos et ses demandes, à l'image d'une jeune femme qui cherche quelque chose, quelqu'un, mais ne semble pas le trouver. Dès les premiers échanges avec notre rêveur, elle devient confuse, ne va pas au bout de ses phrases. On ressent à la fois de l'impatience, de l'angoisse, du je veux pas. Elle se situe en même temps dans la séduction, dans l'exigence. Par exemple, à la page 22, elle lui dit « Et si vous voulez vraiment que je sois franche, eh bien je vous dirai que cette timidité-là plaît aux femmes. Et si vous voulez en savoir plus encore, à moi aussi elle me plaît. » Citons un autre passage qui marque sa confusion dans ce qu'elle pense et doit faire. Page 26. C'est bon, admettons, je viendrai ici demain, aussi à 10 heures. Je vois que je ne peux plus vous interdire. C'est que j'ai besoin d'y être. Ne vous figurez pas que je vous donne un rendez-vous, je vous préviens. J'ai besoin d'y être pour moi-même. Mais voilà, alors, je vous le dirai franchement, ça ne fait rien si vous venez aussi. D'abord, il peut y avoir encore des désagréments comme aujourd'hui. Bref, je voulais tout bonnement vous voir. Ah là 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 là, les femmes blancs, noirs, blancs, fou. C'est vrai que nous sommes un schéma un peu compliqué, parfois, mais vous connaissez l'adage. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Mais je laisse en suspens cette réflexion et donc le portrait de Nastienka pour vous emmener au cœur de la nuit, au cœur de la rencontre. Dans cette histoire, la nuit est très importante. Il y a 4 nuits, et chacune révèle peu à peu le caractère des personnages, mais surtout leur complexité. La première nuit présente le contexte et les 2 protagonistes. Nous venons de le voir. La deuxième nuit nous permet d'aller à leur rencontre, d'une manière plus profonde, plus introspective. Parce qu'au final, ils se parlent, dans le sens où c'est à leur propre rencontre qu'ils vont. Ici, Nastienka prend les devants. Lorsqu'elle revoit notre rêveur, c'est elle qui lui demande, presque ordonne, de se dévoiler. Elle veut savoir qui il est, mais pas en surface. Nous faisons là la connaissance d'une Nastienka exigeante, impatiente, car c'est tout de suite. C'est très juvénile, puéril comme comportement. Mais peut-on la blâmer lorsqu'on comprend qu'elle vit seule avec sa grand-mère et qu'elle n'a aucune vie sociale? Pour elle, c'est de la découverte. De son côté, notre gentleman est pris de court. Il ne s'attendait pas à ce genre d'entrée en matière, et c'est assez émouvant de le voir s'extirper de cette situation qui le met, oui, je dirais vraiment qui le met mal à l'aise. Qui est-il? C'est une question existentielle à laquelle, je pense, chacun de nous a du mal à répondre. Bon, finalement, notre doux rêveur se lance dans une tirade exceptionnellement touchante, puisque, sans lui parler directement, ou plutôt sans lui parler de lui directement, il emploie la 3e personne du singulier. Il lui laisse comprendre qui il est, qui est ce il qui se retrouve à la marge de la société. Il est un marginal, un rêveur. Il lui fait comprendre qu'il est autre. Il perçoit et comprend autrement. D'où le fait qu'il soit moqué et mis à l'écart. Souvenez-vous, au début de l'histoire, il explique qu'il se retrouve seul puisque les autres habitants sont partis à la campagne sans se préoccuper de lui. J'avais dit qu'il faisait son Calimero, mais en réalité,
Et je pense que vous le savez, les gens différents sont mis de côté puisqu'ils ne rentrent pas dans le cadre, donc vivent dans des recoins où ils se sentent bien. Quant à Nastienka, elle se reconnaît un peu puisqu'elle vit isolée. Sa seule porte de sortie est la rêverie. Oh, bien qu'une fois, elle ait tenté de sortir. Non, non, rien de méchant. Elle voulait juste se rendre chez une amie. Mais tentative vaine. Venez avec moi à la page 55. Une fois, j'ai essayé de ruser et persuader Fiocla de s'asseoir à ma place. Fiocla, c'est notre servante. Elle est sourde. Fiocla s'est assise à ma place. Grand-mère, pendant ce temps, s'est endormie dans son fauteuil. Et moi, je suis partie chez une amie. Pas bien loin. Eh bien, ça finit mal. Je vous laisse découvrir le livre si vous voulez connaître la suite. Toujours dans cette deuxième nuit, on apprend quelque chose d'important sur Nastienka. Elle nous dévoile être amoureuse. C'est cela qui la rend fougueuse, empressée. Cette deuxième nuit est très importante car c'est là, je dirais, le point d'orgue de l'histoire. L'élément déclencheur, une lettre, oui, une lettre que Nastienka a écrite à son amoureux pour qu'il la retrouve. Voici le contexte. Nastienka tombe amoureux du locataire de la chambre à côté de chez elle. Un soir, il l'emmène avec sa grand-mère au théâtre. C'est là que pour elle tout a commencé. Mais ce début d'histoire n'a même pas de suite puisqu'il part. Sauf qu'il lui fait une promesse. Celle de se marier avec elle quand il aura une situation. D'où la lettre de Nastienka qui lui donne rendez-vous à un endroit précis. Et notre chevalier servant va lui proposer son aide. Oui, oui, vous avez bien compris, il lui propose son aide. Mais une question se pose. Ne va-t-il pas se brûler les ailes ? Troisième nuit. Page 72. Tout de même, comme la joie et le bonheur rendent l'homme beau, comme le cœur bout d'amour, il semble que l'on veuille déverser tout son cœur dans le cœur de l'autre, que l'on veuille que tout soit gai, que tout rit, et combien contagieuse cette joie. Hier, dans ses paroles, il y avait tant de tendresse, tant de bonté pour moi dans son cœur. Comme elle était aux petits soins pour moi, comme elle se faisait caressante, comme elle encourageait et choyait mon cœur. Oh, que de coquetterie inspire le bonheur, et moi, je prenais tout pour argent comptant. Je pensais qu'elle... Vous avez compris, je pense. Tout dans ce début de chapitre nous fait comprendre qu'il en est tombé amoureux. Pourtant, elle lui avait demandé de ne pas l'être. Ah, les hommes! On leur demande quelque chose et ils font le contraire. Mais, à sa décharge, elle lui dit qu'elle l'aime aussi, mais tout en restant ambivalente, puisqu'elle reste fidèle à l'autre. Ah là là, c'est à n'y rien comprendre. Venez avec moi à la page 74. Comme vous êtes désintéressé, comme vous m'aimez bien. Quand je serai mariée, nous serons très amis, mieux que des frères. Je vous aimerai presque autant que lui. Page 76. Elle s'étonne qu'il ne soit pas amoureux d'elle. C'est que je suis quelque peu dépitée que vous ne soyez pas amoureux de moi. Allez comprendre les hommes après cela. Nous sommes dans cette troisième nuit en plein quiproquo amoureux. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Lui ne sait plus où donner de la tête, ou plutôt du cœur. Page 77. Je ne savais comment racheter ma faute. Je me mis à la consoler, à rechercher des raisons à l'absence de l'autre. Et pour bien enfoncer le clou, sous des airs d'innocence et de fragilité, c'est vraiment cruel une femme quand il s'agit de sentiments.
Elle fait la comparaison entre ces deux prétendants. Oui, oui, vous avez bien entendu. Entre l'absence de l'un et la présence de l'autre. Quel supplice à ce moment-là pour notre rêveur. Page 78-79. Je vous comparais tous les deux. Pourquoi n'est-il pas vous? Pourquoi n'est-il pas comme vous? Il ne vous vaut pas, et pourtant, je l'aime plus que vous. C'est vraiment le chaud et le froid en même temps. 4e nuit, celle de la passion. Le dénouement, on dévoile ses sentiments. Puisqu'elle y incite fortement, c'est dans cette 4e et dernière nuit que l'on sait tout. L'autre n'est pas, donc la place est libre. Elle désespère, elle va tomber dans ses bras, c'est sûr. Elle est à lui, et elle ne fait pas grand-chose pour le calmer. Page 87. C'est irréalisable, mais je vous aime, Nastienka. Voilà ce qu'il y a. J'ai tout dit à présent. Et après moult hésitations, elle ose lui demander de patienter et lui dit enfin qu'elle l'aime. Voilà, on y est, c'est arrivé. Page 91. Parce que vous ne m'auriez pas repoussé comme lui. Parce que vous m'aimiez tandis qu'il ne m'a jamais aimé. Parce que moi je vous aime. Enfin, oui, je vous aime. Je vous aime comme vous m'aimez. Eh ben, il en a fallu du temps. Là, on pourrait se dire que tout est bien qui finit bien, comme dans les beaux contes de fées. Et oui, il y a une demoiselle en détresse, un preux chevalier. De son âme sensible et candide, il lui propose son aide, qu'elle ne refuse pas. Il galère à la voir amoureuse d'un absent, alors que lui se plie en 4. Et enfin, la fin arrive, et tous deux s'avouent des sentiments réciproques. On espère donc, on espère donc pour lui la fin qui convienne. Eh bien, mesdames et messieurs, si je dis cela, croyez-vous vraiment qu'ils vont se marier et avoir beaucoup d'enfants? Déjà, posons-nous la question des réels sentiments de notre héroïne, pas si héroïne que ça. Oui, elle finit par lui dire qu'elle l'aime, mais après s'être aperçue que son amoureux absent ne venait toujours pas. Amour ou lot de consolation? Notre rêveur candide et romantique perd de sa superbe lorsque, coup de théâtre, notre absent montre qu'il existe bel et bien. Eh oui, il finit par se pointer, parce que finalement, il a reçu la lettre. C'est donc ensevelie par cette 4e nuit qu'elle le quitta, sans que rien n'ait jamais pu réellement commencer. Nous voilà à la dernière partie, avant ma petite surprise. Parlons des thèmes du roman. Dans son écrit, Dostoïevski nous parle du thème le plus universel qui soit, l'amour, avec le trio amoureux. Et surtout, plus que le sentiment amoureux, on parle ici de passion. Le premier, à savoir le trio amoureux, se retrouve entre Nastienka, notre rêveur, et l'absent. Ce mystérieux locataire qui l'invite au théâtre, mais dont on peut questionner son existence. Car jusqu'à la fin, il n'existe que dans le souvenir de Nastienka, jusqu'à son arrivée. Pour vous dire qu'il s'agit d'un thème récurrent, mais qui fait toujours son petit effet, rappelez-vous qu'on le retrouve chez Tolstoï, chez Rostand, Flaubert, etc. La passion. Elle est un sentiment exacerbé qui est vécu plus ou moins avec violence. Avec l'esprit, c'est le corps qui réagit. Au fil des 4 nuits, on vit la passion de 2 êtres finalement jeunes, fragiles, ingénus et impatients. Ils veulent vivre quelque chose à tout prix, sans savoir s'y prendre réellement. C'est aussi violent, surtout pour notre rêveur, car il y croit. Mais en face, il y a une jeune femme qui, sous ses airs de petit animal perdu, se veut un brin manipulatrice.
Dans leur histoire, il y a un mélange d'émotions primaires avec la joie, la tristesse, la peur, la surprise, et des émotions secondaires avec la culpabilité, l'amour et aussi le deuil. Et oui, parce que notre rêveur doit faire le deuil de sa relation. Et le deuil m'amène à l'autre thème principal, c'est la nuit. Et pourquoi, à votre avis? Peut-être par romantisme? Une histoire d'amour protégée par la nuit. Ils se retrouvent comme deux amants, et le jour ne doit pas le savoir, car le jour est menaçant. La nuit est propice à l'intime, au secret. C'est ce que vivent nos personnages. Dans la nuit, ils se livrent sur ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent. La nuit est protection. Il y a aussi l'idée que la nuit permet le vivant. En filigrane, on comprend que le jour n'est qu'ennui pour eux. Pour finir, nous le comprenons à la fin, la nuit emporte leur relation, une forme de deuil envahit notre rêveur, car c'est au petit jour qu'il voit qu'elle est vraiment partie. Il reçoit une lettre un matin, comme si le rêve prenait fin. Voilà pour ma part, j'ai traversé pour vous le roman de Dostoïevski, mais restez encore. Voilà ma surprise. Si j'ai lu cette histoire, c'est grâce à un ami. Il s'appelle Rémi, et je me suis dit que pour une fois, j'allais inviter quelqu'un. Donc, pour le remercier de cette découverte, je laisse la parole à mon ami. Bonjour Rémi. Bonjour Sabrina, merci beaucoup de me recevoir. Je suis très heureux de parler des Nuits Blanches en ta compagnie et je suis honoré d'être le premier invité de ton podcast. D'abord, j'aimerais dire 2 mots sur un thème qui me touche beaucoup chez Dostoïevski, que je trouve assez fascinant, que l'on retrouve dans toute son œuvre, en tout cas dans celle que j'ai lue de lui, et que l'on retrouve en particulier dans les Nuits Blanches. Je veux parler du sentiment de rêver sa vie. Dostoïevski évoque souvent, dans son journal ou dans sa correspondance, le fait que la réalité a bien souvent quelque chose d'invraisemblable, d'irréaliste. C'est d'ailleurs une chose qu'il cultive lui-même dans son écriture romanesque. Ouvrons son journal d'un écrivain, il y écrit que rien ne saurait être plus fantastique, plus imprévu et plus invraisemblable que la réalité. Ouvrons maintenant ses correspondances, même rengaine, on y lit ce que la plupart des gens désignent comme exceptionnel et presque fantastique, représente pour moi parfois la substance même du réel. Dostoïevski a vraiment cette sensibilité-là. Il aime observer les événements les plus banals du point de vue de ce qu'ils ont de plus exceptionnel, de plus singulier. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'il comprend souvent la vie la plus banale en partant du sentiment que cette vie, que cette banalité ressemble en un sens à un rêve. Et donc, on peut se poser la question, je pense que Dostoïevski, en tout cas, se l'est souvent posé, et si vivre, c'était rêver? Mais pas faire un joli rêve, pas sur le mode d'une rêverie légère, rêverie dont on finira bien par sortir pour se retrouver les pieds sur terre, non. Et si vivre, c'était toujours être dans un certain rapport d'étrangeté avec les choses, avec autrui et avec soi-même. Et si c'était ça, la part la plus intime de notre vie? Maintenant, quelle lecture je fais des Nuits Blanches? Alors d'abord, petit avertissement pour nos auditeurs et nos auditrices, la traduction dans laquelle toi tu as découvert ces Nuits Blanches est celle de Pierre Pascal. J'adore cette traduction, c'est aussi dans cette édition que j'ai lu Les Nuits Blanches la première fois, mais aujourd'hui je me référerais plutôt à celle d'André Markovitch, qui est plus récente déjà, qui est plus orale aussi, qui fait moins écrite, et je sais que Dostoïevski tenait beaucoup à cette oralité, et c'est surtout aussi le fait que, ça tient surtout au fait que c'est la dernière traduction dans laquelle j'ai lu cette œuvre. Je ferme ma petite parenthèse. Les Nuits Blanches, c'est une œuvre de jeunesse de Dostoïevski. Le roman est publié en 1848, il avait 28 ans. L'œuvre est encore très imprégnée par le romantisme européen et par ces 2 monuments de la littérature russe, que sont Nicolas Gogol et Alexandre Pouchkine.
Le rêveur des Nuits Blanches, comme beaucoup de personnages mis en scène par Gogol et Pouchkine, c'est un jeune fonctionnaire, désœuvré, fantaisiste. C'est une figure de jeune promeneur solitaire saint-pétersbourgeois, qui d'ailleurs aussi évoque tantôt les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau et tantôt le Don Quichotte de Cervantes, celui qui prend les moulins à vent pour des géants qui gesticulent. Mais plus encore, notre rêveur évoque Piskariov, le personnage de la nouvelle La perspective Nevsky, écrite par Gogol. Comme Piskariov, c'est un promeneur solitaire, comme lui, c'est un rêveur artiste et naïf, et surtout, comme lui, il a un rapport, je dirais presque hallucinatoire à la ville de Saint-Pétersbourg, qui est peinte comme une ville fantastique, une ville irréelle, propice aux divagations nocturnes. Avant même de lire les premières lignes des Nuits Blanches, on voit que Dostoïevski a donné 2 sous-titres à son roman, 2 promesses de lecture. Roman sentimental et extrait de souvenirs d'un rêveur. D'un côté, le roman sentimental promet une histoire d'amour inventée de toutes pièces. Une histoire d'amour fictive. C'est un roman. De l'autre, les extraits de souvenirs d'un rêveur nous promettent les bribes d'une histoire vécue par celui qui, en se la remémorant, nous la raconte. Alors, d'emblée, Dostoïevski s'amuse à brouiller les frontières entre la fiction et la réalité, entre l'histoire inventée de toutes pièces et l'histoire dont il se souvient. On retrouve ce brouillage dans le titre même des Nuits Blanches. Pour nous, Français, les Nuits Blanches, ce sont avant tout les nuits que nous passons sans dormir, les nuits d'insomnie. C'est une métaphore, les nuits ne sont pas littéralement blanches. Mais à Saint-Pétersbourg, au mois de juin, pendant 2 à 3 semaines, se produit un phénomène bien connu, qu'on appelle là-bas nuit blanche. Pendant cette période, les nuits sont de longs crépuscules. Il fait presque aussi clair le jour que la nuit. C'est ce qui explique que le rêveur, dès le début du roman, parle d'un ciel si lumineux. Le soleil continue d'illuminer la ville de concert avec les autres étoiles. Le récit, donc, joue sur ces 2 sens, et ça suggère déjà une atmosphère de vie nocturne très ambivalente. Il ne fait ni réellement nuit, ni réellement jour. Et même du point de vue d'un habitant de Saint-Pétersbourg, il faut bien se dire que ça reste un événement empreint de poésie et qui ne perd jamais de sa force d'émerveillement et d'étonnement. Le conteur des Nuits Blanches est un homme qui ne dort jamais, mais qui rêve debout. Il nous plonge dans une histoire où la frontière entre l'imaginaire et la réalité s'estompe, tout comme les contours de son identité à lui qui n'est d'ailleurs, comme il dit, qu'un rêveur, une sorte de caractère de genre neutre. Lui qui n'est d'ailleurs pas une seule fois nommé au cours du récit. C'était une nuit de conte, ami lecteur. Une de ces nuits qui ne peuvent guère survenir que dans notre jeunesse. Le ciel était si étoilé, le ciel était si clair que, lorsque vous leviez les yeux vers lui, vous ne pouviez, sans même le vouloir, que vous demander « Est-il possible que sous un ciel pareil vivent toutes sortes de gens méchants et capricieux ?» Cela aussi, c'est une question bien jeune, ami lecteur, mais puisse Dieu vous l'inspirer le plus souvent possible. Ce début est magnifique, c'est une véritable ouverture. Ouverture du récit, ouverture du regard, ouverture de l'imaginaire. Le ciel lumineux, un ciel de nuit polaire, se déploie. On l'imagine baigné de sa lumière irréelle, la ville de Saint-Pétersbourg, et le conteur s'adresse à nous comme s'il s'adressait à un ami, comme si nous étions à ses côtés. Dans la traduction de Pierre Pascal, le roman s'ouvre par « C'était une nuit merveilleuse, ami lecteur ». Bon, je sais que tu as commenté cette ouverture sous cette forme-là, mais dans la traduction d'André Markovitch, l'histoire commence par « C'était une nuit de conte ». Et je trouve cette différence de traduction vraiment intéressante, vraiment porteuse de sens. Ces 4 nuits blanches sont des nuits de conte. On pense au conte des 1001 nuits. Notre rêveur n'aurait-il pas quelque chose de la princesse Scheherazade d'ailleurs ?
Mais d'autre part, quand le conteur nous dit « c'était une de ces nuits qui ne peuvent exister que dans notre jeunesse », moi je ne peux pas m'empêcher de remplacer le mot « jeunesse » par le mot « souvenir ». Une de ces nuits qui ne peuvent exister que dans nos souvenirs. Lorsqu'on se souvient de choses qui nous ont profondément marqués, après tout, on les idéalise. Elles deviennent déjà des fictions. Combien de temps s'est-il écoulé entre le moment de l'histoire et celui où le conteur entreprend d'en faire le récit ? Alors, ce sont, semble-t-il, des souvenirs lointains. Le conteur, semble-t-il, a bien vieilli depuis. Il a l'air d'en être revenu. Et pourtant, Dostoïevski, je le rappelle, a 28 ans lorsqu'il publie ce texte. Et le rêveur en avait 26 lors de sa rencontre avec Nastienka. Je ne peux pas m'empêcher de voir dans cette proximité entre l'âge du rêveur au moment de sa rencontre et l'âge où Dostoïevski publie ces Nuits blanches, une proximité qui me paraît si intéressante à noter. Bon. Notre conteur dostoïevskien pourrait-il, je me pose la question, pourrait-il si jeune s'exprimer à la manière de son contemporain Charles Baudelaire en France et dire comme lui dans son poème des Fleurs du Mal, poème intitulé Spleen, « J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans ». La rencontre entre le rêveur et Nastienka au bord de la Neva à Saint-Pétersbourg dévoile dès les premiers instants l'ambivalence du rêveur et de son regard. D'abord captivé par la chevelure brune de Nastienka, il est ensuite touché par ses larmes. Il oscille entre le désir amoureux et la compassion fraternelle. Deux facettes peut-être inconciliables de l'amour concret, en tout cas dans la situation des Nuits blanches. Leur interaction débute par une série de circonstances que le rêveur juge providentielles et qui lui permettent de sauver Nastienka d'un ivrogne, sans quoi il ne l'aurait jamais abordé. Du point de vue du rêveur, cette rencontre est une réalisation merveilleuse d'un destin attendu depuis bien longtemps. Il lui dit « Je vous connaissais depuis bien longtemps, Nastienka, car je cherchais quelqu'un depuis longtemps, et c'est un signe que c'était vous que je cherchais, et il était écrit que nous devions nous voir maintenant. » Notre rêveur devient donc, par cette rencontre, le héros de son propre conte ou de son propre rêve d'amour, et notamment en sauvant la belle jeune femme de cet agresseur ivrogne. J'insiste sur la notion de rêve parce que c'est l'une des premières choses qu'il dit à Nastienka. « Je suis timide avec les femmes, je suis troublé, je ne le nie pas, autant que vous l'étiez il y a 1 minute quand ce monsieur vous a fait peur. Je suis plongé dans une espèce d'effroi, c'est comme un rêve. Et même en rêve, je n'avais jamais imaginé qu'un jour je pourrais parler à une femme. » Alors, ce coup du destin lui permet non seulement d'aborder Nastienka sans être l'importun, mais aussi de saisir sa main dans un geste qui n'est pas sans équivoque. Il lui prend la main, c'est certes avant tout un geste protecteur, mais c'est aussi la rencontre d'une main avec une autre. C'est un premier contact charnel, c'est aussi le symbole de l'union dans le mariage. Voulez-vous prendre ma main ? De son côté, Nastienka n'était pas prédisposée aux mêmes sentiments pour notre rêveur. Nastienka est orpheline, elle est isolée socialement, elle vit chez sa grand-mère, qui l'épingle à elle pour la surveiller et qui ne la libère que pour dormir. Au moment où le rêveur la rencontre, on le sait, il est à peu près 22 heures. À cette heure, la grand-mère dort déjà, c'est pourquoi Nastienka en profite pour sortir. Nastienka pleure. Elle pleure parce qu'elle attend quelqu'un, l'ancien locataire de la petite chambre que sa grand-mère loue. Ce quelqu'un, ce locataire, eh bien, elle s'en était prise l'année d'avant. Lui aussi, d'ailleurs, s'était pris de Nastienka. Mais n'ayant pas les moyens financiers pour assurer le mariage, il est parti pour régler sa situation, lui promettant qu'il reviendrait l'année suivante, à 22 heures, ici même, au bord du fleuve, et qu'alors, si elle le désirait toujours, il se marierait. L'année est passée. Cela fait 2 jours qu'elle revient sur les lieux, à l'heure dite, 2 jours qu'elle l'attend, en vain. Nastienka est donc désespérée, elle n'a personne à qui parler, et voilà qu'elle tombe sur ce rêveur au comportement plus que suspect. Il passe, notre rêveur, à plusieurs reprises derrière elle, il la regarde, il a une canne dans la main, bref, il a tout d'un agresseur.
Nastienka change de trottoir, ce n'est que lorsqu'un danger plus grand se présente qu'elle revient vers lui, parce qu'elle n'a pas le choix, parce que lui-même, notre rêveur, s'interpose, et ce n'est qu'au moment où elle lui prend la main qu'il présente pour dissuader l'ivrogne, une main qui tremble, qu'elle commence à réviser son jugement sur lui. Oui, un agresseur ne serait pas si effrayé. Et pour autant, elle ne lui accorde pas encore sa confiance. L'échange qui suit pendant qu'il la raccompagne près de chez elle peut d'ailleurs se lire comme une sorte d'interrogatoire méfiant de Nastienka. Elle veut sonder ses intentions. Pourquoi tremble-t-il en lui tenant la main? Qu'est-ce qu'il lui voulait au juste avant qu'elle ne change de trottoir? Cette méfiance, on peut ne pas l'apercevoir au début, tant le personnage du rêveur, le lyrisme avec lequel il répond aux questions posées par la jeune femme, nous paraît inoffensif, nous paraît émouvant et même un peu ridicule. Pourtant, cela est clair, Nastienka refuse de se laisser accompagner jusqu'à sa porte. Le récit de cette rencontre explore donc, je dirais, assez habilement les perspectives divergentes entre le rêveur et Nastienka. Alors que le rêveur se voit comme le héros romantique de son propre conte d'amour, Nastienka demeure méfiante, malgré un intérêt croissant. Si leur échange révèle une connivence de plus en plus forte, Nastienka pose toutefois une condition claire. Le rêveur ne doit pas tomber amoureux d'elle. Évidemment, tout lecteur de contes sait ce qu'il en est des interdits ou des avertissements dans les contes. Ils sont faits pour être bravés. Alors, quand à la fin de cette première nuit, Nastienka interdit au rêveur de tomber amoureux d'elle, on le sait déjà, et on le sent bien aux réactions du conteur, c'est déjà trop tard. L'interdit est bravé. On peut déceler chez Nastienka tout de même une étrangeté, quelque chose qui dissonne un peu, qui se prête au malentendu, au quiproquo. D'un côté, elle lui donne un rendez-vous, sans le lui donner. Bon, le rêveur, lui dit qu'il reviendra le lendemain au même endroit pour se remémorer ce petit bout de roman qu'il a vécu avec elle. Nastienka sent bien que le rêveur est déjà dans une disposition sentimentale vis-à-vis d'elle. Il transpire ça, elle peut pas ne pas le sentir. Elle lui donne toutefois ce rendez-vous, tout en disant qu'il ne s'agit pas d'un rendez-vous, et elle lui interdit de tomber amoureux d'elle, ce qui prouve que l'idée est déjà dans l'air, que le courant est électrique, que la possibilité lui effleure l'esprit, d'autant plus qu'elle se permet d'ajouter qu'elle a envie de le revoir le lendemain. Lui jure qu'il ne tombera pas amoureux, tout en lui saisissant les mains, comme s'il acceptait une demande en mariage, ce qui est particulièrement drôle. Au fond, Nastienka est perdue. Elle sait de moins en moins si elle doit espérer ou désespérer du retour de son locataire. Elle est très jeune, bien plus jeune que le rêveur lui-même, elle a à peine 18 ans. Elle n'a ni vu, ni vécu grand-chose en dehors de cette histoire avec le locataire et en dehors de ses lectures de romans auprès de sa grand-mère. Elle ne rêve plus que d'une chose au moment où elle rencontre notre rêveur, retrouver celui qu'elle aime. Oui, mais devant l'absence de ce dernier, elle ne sait pas quoi faire ni quoi penser. Elle a besoin d'un confident, de l'épaule compatissante d'un frère sur laquelle s'est penchée et à qui demander conseil. Le rêveur de son côté est lui aussi perdu, mais lui se complaît dans cette perdition, dans cette errance, dans son isolement, dans ses rêveries amoureuses. Et il trouve dans cette rencontre avec Nastienka l'occasion de vivre réellement ce qu'il a l'habitude de rêver. Il trouve l'occasion de jouer ce rôle de héros romantique qu'il a toujours rêvé d'incarner, aider la jeune fille éplorée et s'en faire aimer. Oui, mais problème, la fille éplorée n'a besoin que d'un confident. Alors doit-il aider Nastienka à retrouver celui qu'elle aime? Ce locataire va-t-il revenir? Doit-il profiter de son rôle de confident et de sa compassion pour la séduire? Ces deux solitudes, la sienne et celle de Nastienka, peuvent-elles se rencontrer autrement que dans un amour fraternel? Mais dans ces circonstances, est-il vraiment possible, cet amour fraternel? Le long des 4 nuits, on assiste à un développement de plus en plus intense et douloureux de ces questions. Nastienka attend de plus en plus celui qu'elle aime, le rêveur lui donne de plus en plus matière à espérer que les choses se terminent bien pour elle, et en même temps le rêveur l'aime, elle, de plus en plus passionnément. Plus Nastienka attend, plus elle désespère,
plus elle désespère, plus sa confusion est forte, et plus lui-même en tombe amoureux. Et dans cette grande confusion, Nastienka se met à se comporter avec lui, le rêveur, comme elle aurait aimé se comporter avec celui qu'elle attend. Le rêveur devient malgré lui un double du locataire, ou plutôt une sorte de pâle reflet. Et cependant, Nastienka admet qu'il est meilleur que celui qu'elle aime. Nos deux personnages deviennent intimes dans la douleur. Ils partagent la même blessure amoureuse. Elle souffre de l'absence du locataire. Lui souffre de l'absence de Nastienka, alors même qu'elle est avec lui, alors même qu'ils sont devenus si intimes. Car le cœur de Nastienka, lui, est absent. Il appartient à celui qui n'est pas là. À la fin, le rêveur se laisse-t-il emporter par le ressentiment ou par la béatitude ? Est-il meurtri dans l'amour fiévreux qu'il éprouve pour Nastienka, ou a-t-il la révélation de l'amour inconditionnel, l'amour qui est bienveillance pour l'autre ? Est-ce l'histoire d'une insondable déception, ou est-ce l'histoire d'une minute de rêve suspendue ? Je vais conclure en citant la réplique finale de notre rêveur. « Mais que je me souvienne de mon offense, Nastienka, que je jette un nuage sur ton bonheur serein et pur, que d'un reproche amer je fasse naître un trouble dans ton cœur, que je le blesse d'un remords secret et l'oblige à se torturer d'angoisse en ces minutes de béatitude, que je froisse ne fût-ce qu'une de ces tendres fleurs que tu tressas dans tes bouclettes brunes lorsque tu t'avanças avec lui vers l'autel ? Jamais. Jamais. Que ton ciel reste clair. Que ton joli sourire reste toujours aussi clair, aussi lumineux. Sois donc béni pour cette minute de bonheur et de béatitude que tu offris à un autre cœur solitaire et reconnaissant. Mon Dieu, une pleine minute de béatitude, mais n'est-ce pas assez pour toute une vie d'homme ? Cette note de fin est-elle de bonne ou de mauvaise foi ? Est-elle sincère ou pas ? Est-ce l'expression de la grâce ou d'une profonde mélancolie ? Tels les eaux troubles du canal où Nastienka plonge son regard lorsqu'elle apparaît au regard du rêveur, ces ambivalentes nuits blanches naviguent elles aussi dans les eaux troubles des sentiments, du rêve et de la réalité. Et voilà, chers auditeurs, auditrices, vous avez votre réponse. Bien évidemment, tous peuvent lire ce roman d'amour, ce roman sentimental, car l'on parle ici de souvenirs, et c'est dans la jeunesse que s'y trouvent peut-être les plus fougueux, qu'ils soient rêvés ou non. Et c'est sur les mots de Rémi que ce podcast se termine. Nous nous quittons comme nous nous sommes retrouvés, c'est-à-dire avec la musique libre de droit de Snowflake, A Foolish Game. Des bisous. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Simple equation, running closed system. Natural world gone missing, plus all our CO2 emissions equals degradation. Wasting ships and mass extinctions. Oh no. But maybe we can change, we sure can't stay the same. 'Cause life's a foolish, foolish game.
solution. Rewire our connection. Maybe less consumption. Imagine from a mind of isolation. Revalue all that we've been given. God don't work on commission. We make up one big breathing chain. We're quite the same. Here life's a foolish, foolish game. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change and turn the ship another way. Take less than we've been given if we move in that direction. Yeah. We'll find our place in this living chain. We're quite the same. Yeah, life's a foolish, foolish game. Life's a foolish game. Hey, life's a foolish game. Life's a foolish game.